Je laisse la parole à Monsieur Boulet. Bonjour. Alors Marie-Josée m'a très bien présenté tout à l'heure, donc je ne vais pas recommencer. Elle a conclu que je travaillais beaucoup et effectivement, je travaille de façon assidue. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de faire un PowerPoint, donc je vous prie de m'en excuser et je vais présenter mon propos sans que vous ayez de support visuel, ce qui d'un point de vue pédagogique n'est pas forcément au top. Alors effectivement, je suis directeur général d'une association, mais j'ai le plaisir de travailler avec une trentaine de cadres. Et avec ces cadres-là, nous gérons des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes qui ont besoin de protection et des jeunes délinquants qui nous arrivent via le ministère de la Justice. Alors, cette action avec ces cadres couvre l'ensemble du champ social et par là même, nous intervenons avec plusieurs types de financeurs. L'État, bien entendu, mais aussi les départements, c'est-à-dire les collectivités territoriales. Nous intervenons aussi avec l'Agence régionale de santé pour ce qui concerne les publics handicapés. Et enfin, pour ce qui concerne les personnes âgées, elles sont financées par elles-mêmes, sauf celles qui relèvent de l'aide sociale, qui peuvent avoir des compléments avec l'Agence régionale de santé. Alors, pour vous dire tout ça, et j'ai un problème avec mon ordinateur, mais ça arrive quand on pense que tout est calé. On s'inscrit parfaitement dans la technologie, et même si on n'a pas de PowerPoint, ça ne marche pas toujours. Donc, ces éléments de contexte sont importants, on va le voir tout à l'heure. Ils conditionnent largement notre action. Et par l'évolution de ce que l'on appelle globalement le nouveau management public, ça induit des situations dont les enjeux éthiques ne sont pas neutres. Au-delà de ce contexte, c'est des cadres en particulier que je veux vous parler et des cadres avec qui je travaille. Comme certainement dans de nombreuses entreprises, ils sont pris dans la tourmente des évolutions sociales et sociétales qui aujourd'hui peuvent se retrouver dans des situations de souffrance liées à des dilemmes éthiques. Pendant longtemps, au moins jusque dans les années 70, les cadres de notre secteur d'intervention, c'est-à-dire de l'action sociale, ont été cooptés. La profession produisait son encadrement. Le développement du secteur a été accompagné par le développement de l'État-providence et du coup, il y a eu beaucoup de postes de cadres qui se sont multipliés avec le besoin de trouver une cohérence dans les attendus de ces postes. À partir des années 80, un travail de professionnalisation s'est mis en place en donnant à ces cadres des enseignements de gestion et de management, une manière parmi d'autres pour réguler le secteur. Ce faisant, nos associations, dans une logique toute misbérienne, ont opéré dans un premier temps une standardisation des qualifications qui avait l'avantage de donner du sens et de la cohérence. Et ensuite, il y a eu une standardisation des résultats, notamment avec tous les programmes autour de la qualité. Sur le terrain, concrètement, les cadres ont gagné en légitimité et en technicité et aussi en efficacité. Sans refaire l'histoire un peu longue de la professionnalisation des cadres dans le secteur en France, il faut avoir en tête qu'après cette période d'âge d'or, pour reprendre les propos de certains, leur situation n'a cessé de subir de nouvelles contraintes, notamment en matière de réduction des moyens dont ils disposent pour mener leur action, mais aussi en augmentation des règles et des normes qui conditionnent l'action. Sur cela, se sont rajoutées des difficultés sociales des publics qui, sous l'effet de plusieurs crises sociales et économiques, se sont renforcées, mais aussi des personnels avec qui ils travaillent. Nos personnels que les cadres justement managent subissent eux aussi les évolutions sociétales et peuvent craindre parfois pour eux-mêmes la désaffiliation décrite par Castel. Dans ce contexte, les dilemmes éthiques peuvent souvent être au rendez-vous de la pratique quotidienne. L'éthique, je le rappelle, se distingue de la morale en ce sens qu'elle se réfère à des valeurs plutôt qu'à des obligations. L'éthique est à la fois une discipline intellectuelle et une manière d'interroger et de questionner l'action humaine. Toutes les interrogations sur le sens, le but et les conséquences pour autrui de notre action peuvent être considérées comme un questionnement d'ordre éthique. De ce point de vue-là, nous pouvons considérer que l'éthique est donc une construction réflexive. Alain Badiou mentionne
que l'éthique n'est pas une catégorie générale saupoudrée uniformément sur l'ensemble des pratiques, mais elle se nourrit d'un rapport fort au réel, aux faits, aux réalités concrètes et différenciées. Pour ce qui nous concerne, nous considérons l'éthique à partir de la proposition de Ricoeur qu'il fait dans l'ouvrage Soi-même comme un autre. Dans cet ouvrage, Ricoeur propose une définition de l'éthique dans une formule désormais célèbre qui se traduit ainsi: le souhait d'une vie accomplie avec et pour les autres dans des institutions justes. Dans cette conception, l'éthique serait donc corrélativement le souci de soi, le souci des autres et le souci de l'institution. Cette proposition nous semble recouvrir les questions liées directement à notre secteur professionnel, et ceci au moins pour deux raisons. D'abord, et de toute évidence, nos métiers sont des métiers en lien avec les autres. Ensuite, la volonté des professionnels de notre secteur, en particulier des cadres, c'est de construire des solidarités qui libèrent plutôt que des dépendances qui aliènent. À nos yeux, il y a une résonance entre la proposition de Ricoeur et la manière dont le secteur s'est constitué. Cet écho se fait aussi avec la pratique des cadres qui se sont engagés avec une certaine foi dans le management participatif ou le management clinique. Cette volonté ou cette foi dans cette culture managériale était destinée à rechercher du sens avec les équipes. Malheureusement, ces méthodes incitant à la coopération et peut-être à une éthique relationnelle ou communicationnelle n'ont pas toujours reçu l'enthousiasme ou les faveurs des subordonnés. Ce décalage entre les aspirations managériales des cadres et la non-adhésion des collaborateurs s'explique en partie par le fait culturel. Notre secteur s'est constitué en opposition ou en réparation des méfaits de l'économie dominante. L'introduction des théories managériales a pu être vécue par les opérateurs et les éducateurs sur le terrain comme une trahison au nom des valeurs culturelles. Le social n'est pas une marchandise. On peut aussi considérer que ce décalage entre les aspirations managériales des cadres et la non-adhésion des collaborateurs s'explique par la culture identitaire des cadres eux-mêmes, qui se pensent souvent comme uniques, détenant à eux seuls tout le savoir et toute l'expertise nécessitant la mise en œuvre des politiques sociales. Par ailleurs, force est de constater que les modes managériales se succèdent plus vite que les générations de salariés. Certains ont perdu leurs illusions et préféreraient des cadres qui prennent et assument leurs décisions plutôt que d'être consultés ou de faire des groupes projets dont les solutions sont souvent téléguidées par le contexte. Ce qui nous rapproche théoriquement et définitivement de la pensée de Ricoeur, c'est que nous considérons conceptuellement nos métiers, et singulièrement celui de cadre de direction, comme des métiers étant liés dans une unité politique, technique et clinique. Le métier de directeur d'établissement ou de service médico-social est politique, puisqu'il répond d'une part à la commande sociale, mais il donne à voir et à mettre en œuvre un état du contrat social. Il est aussi technique parce qu'il développe des savoir-faire singuliers, faits de méthodologies, de connaissances et de compétences spécifiques pour organiser et rendre compte de l'action. Il est enfin clinique parce que nos métiers ont affaire avec l'autre comme continuité de nous-mêmes qu'il nous faut reconnaître dans son authenticité, tant du point de vue de ses difficultés que de ses ressources. Ces trois composantes sont soumises à l'épaisseur carnassière du temps et font toute la complexité de ce système d'action. En permanence, les cadres doivent chercher la complémentarité, la convergence et la cohérence entre le politique, le technique et le clinique qui peuvent s'exprimer dans des temps diachroniques ou synchroniques. Ainsi, les questions éthiques pour les cadres peuvent relever d'une non-coïncidence entre les différents temps qui composent leur activité. Par exemple, la nécessité d'une prise de décision politique pour une action clinique, admettre concrètement un enfant dans un établissement sans avoir un accord sur les moyens venant du temps politique plus lent ou plus rapide, en cycle ou en linéarité, construit un dilemme éthique pour les cadres. Ce type de situation de discordance entre les temps de l'action sont fréquents et peuvent provoquer des tensions éthiques, mais pas vraiment de dilemme. Il y a une référence supérieure, un intérêt partagé ou tout au moins légitime.
La prise de décision peut s'inscrire dans des actions séquentielles et se construire comme une procédure où se succèdent des phases de partage d'informations et d'actions. Les directeurs, dans ces cas, le plus souvent, peuvent prendre leurs responsabilités et s'inscrire dans une éthique de conviction et de responsabilité au nom du droit de la sécurité des personnes, par exemple. Ceci ressemble à une éthique déontologique. Dans une telle perspective, l'éthique mise sur des principes, sur des lois et des normes qui encadrent et guident les décisions. Ainsi, les professionnels ayant un code de déontologie obéissent aux règles de conduite morale exigées par leur déontologie professionnelle, en mettant en évidence leur sens du devoir basé sur des règles et des principes. La question éthique est un peu différente quand les questions arrivent de manière synchronisée, en mettant en synergie des modes de décision et d'action de plusieurs cadres et sans qu'ils puissent pouvoir prioriser un mode de résolution. Les valeurs se valent ou sont d'égale portée. Le dilemme vient quand les équilibres entre les valeurs structurelles individus, le groupe identitaire ou l'institution s'entrechoquent et provoquent des dissonances. Ce type de situation arrive souvent quand un usager est suivi par plusieurs établissements, ce qui nous renvoie parfois à la question du secret. Il faut prendre des décisions sur son accompagnement et plusieurs partenaires doivent être concertés. Le problème se renforce si les établissements sont gérés par le même financeur. Ces situations sont de plus en plus communes dans un contexte d'économie libérale et d'une politique publique qui gère des stocks de jeunes délinquants, par exemple, plutôt que de construire une politique d'éducation. On peut même penser parfois que les autorités qui financent organisent ce type de situation, par exemple, quand elles font des appels à projets, pour revenir à ce que disait sur ma collègue, où les associations gestionnaires, via leur directeur d'établissement, sont potentiellement concurrentes et sur le même territoire et que les moyens sont réduits. L'hypothèse de cette stratégie cynique est fortement probable dans une logique néolibérale de réduction des moyens. Elle a l'avantage de faire reposer la responsabilité sur les associations qui sont concurrentes dans de nombreuses situations. Nous avons dans ces cas-là des situations avec des mises en tension éthiques qui peuvent être mises en perspective avec la théorie des jeux et plus particulièrement avec la figure emblématique du dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier est une situation de dilemme social dans lequel les intérêts individuels s'opposent aux intérêts collectifs. En économie, le dilemme du prisonnier est fondamental car il prend le contre-pied de la célèbre main invisible formulée par Adam Smith. Le jeu se présente ainsi. Deux individus, sans avoir la possibilité de communiquer, sont soumis à des choix où la position optimale dépend de l'anticipation sur le choix des autres. Cette classe de jeu, décrite par Tucker, est caractéristique des jeux coopératifs. Les engagements sont irrévocables et garantis par une institution implicite. La situation que je décrivais tout à l'heure, où un financeur propose, sous la forme d'appel à projet, à des associations potentiellement concurrentes de répondre, peut ressembler à ce jeu du dilemme du prisonnier. En plus, les deux joueurs peuvent perdre, parce que si les deux joueurs essayent de faire des économies, ils vont perdre sur leur qualité de prestation. C'est ce que l'on appelle un jeu à somme nulle. Les individus concernés par le dilemme ont le choix entre une solution égoïste et une solution coopérative. Ce qui va déterminer le choix optimum, c'est de savoir si le jeu est une mise en concurrence qui va se répéter. Si le dilemme se renouvellera, j'essaye de raccourcir parce que j'ai déjà vu la feuille arriver vers moi. S'il s'agit d'un jeu unique, les individus peuvent faire un choix égoïste et c'est la solution optimale. Il y a une mise en concurrence, je tente de prendre la mise et je gagne parce que je vais faire la proposition la mieux disante sur le plan économique. Si par contre, sur le même territoire, on est amené à répéter ce jeu régulièrement, je ne pourrai pas toujours jouer la solution égoïste. Sinon, mes collègues et concurrents sur le même territoire vont penser qu'ils ne peuvent pas créer de coopération avec moi. Et ils auront certainement raison. Nous pouvons raisonnablement formuler l'hypothèse que nos gouvernants financeurs de la politique sociale organisent cette stratégie cynique autour du dilemme du prisonnier dans une logique néolibérale. Je le disais, elle a le double avantage
de porter la responsabilité sur les associations, mais aussi de créer les conditions pour que les associations deviennent réellement des groupes qui, par fusion-absorption, construisent des monopoles de gestion de la politique sociale. On peut aussi prolonger cette hypothèse avec l'idée que cette logique est aujourd'hui autonome, que les premières mises en concurrence ont eu lieu et qu'on ne peut plus s'arrêter. Les possibilités de coopération ont été rompues entre les partenaires et qu'il n'y a plus de confiance. Ceci va créer des rapports complexes pour les cadres. Et cette situation renforce inévitablement les conflits éthiques entre privilégier sa carrière, les valeurs de son établissement, ou privilégier les valeurs du secteur et les valeurs des bénéficiaires. Les conflits éthiques se traduisent aussi en tensions interpersonnelles et intrapersonnelles, en risques psychosociaux et en maladies professionnelles. Pour finir, parce que je vois que le temps s'écoule et qu'on me l'a signalé, les cadres de nos institutions se retrouvent souvent un petit peu dans la même situation que celle décrite par Henri Laborie dans son ouvrage « L'éloge de la fuite », où il retrace des expériences avec des rats qui sont enfermés et qui n'ont d'autre solution que le combat, l'automutilation ou la fuite. J'espère aujourd'hui que les cadres avec lesquels je travaille ne seront ni dans l'automutilation, ni dans le combat avec leurs collègues ou leurs collaborateurs, et qu'ils finiront, dans un souci de confiance et de coopération, à sortir des solutions optimales pour trouver une vie accomplie avec et pour les autres dans des institutions justes. Je vous remercie.